Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 3 de Spoilers, l'émission. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission. Je suis bien évidemment accompagné de Guillaume et Briac. Salut les gars. Salut. Salut. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes heureux de repartir après tout ce temps Ah oui. Bon, nous on reste en contact évidemment en dehors, hein, mais c'est vrai que pour les gens, ça fait quelque temps qu'on n'a pas été réunis puisque le dernier épisode en date, il s'agit d'un format un peu particulier puisque on va vous en reparler. Mais cette nouvelle saison s'annonce un petit peu différente des autres puisqu'on a quitté la radio Canal B qu'on salue, on salue toutes les équipes là-bas. Patrick, Robert, j'allais dire, pas du tout. Robert Patrick, c'est ça qui m'a perdu. Rien à voir. Patrick, Paco, voilà, tous les gens qui ont pu nous donner un coup de main à l'époque à Canal B, on les salue. On repart sur l'indépendance finalement. On bosse tous les trois pour ce podcast et on décide voilà de vous proposer des formats un petit peu plus diversifiés que ce qu'on a pu faire par le passé. Et donc Briac a ouvert la voie avec une discussion, un entretien même avec Pas comme Tielman. Briac, tu peux nous en dire un petit peu plus pour donner du biscuit aux gens qui n'auraient pas encore écouté cet épisode. Tout à fait, on a retrouvé Paco Tielman qu'on avait déjà reçu dans Spoilers pour discuter de la sortie de son dernier livre, L'Enquête Infinie, dans lequel il parle pas mal de séries télé. Donc on a parlé de ça, un peu d'écriture, d'interprétation, un peu tous les sujets qui intéressent Paco pendant, je sais plus, un podcast de 2 heures, quelque chose comme ça. Oui. On vous le conseille, c'est évidemment sur nos réseaux et nos plateformes habituelles. Et puis voilà, sans trop en dire, mais on va aussi aller chercher sur pas que de la je suis assez mauvais pour le teasing, mais on va aller chercher du côté de voilà tout ce qui est on est des gars de l'image aussi, quoi. Je veux dire, la radio c'est très sympa, on s'éclate avec vous sur ce podcast depuis 3 saisons maintenant. Mais voilà, peut-être que qu'il faut surveiller vos écrans parce qu'on va arriver sur d'autres plateformes. Voilà. Oui, d'ailleurs cet été, enfin plutôt à la rentrée, pendant notre pause médiatique, j'ai envie de dire, on a eu la chance de voir les discussions qu'on a fait avec Court-Métrange, qui Oui, exact, oui, voilà, c'est vrai. qui vont arriver sur YouTube à un moment donné ou à un autre. Si jamais vous les avez loupés sur leur plateforme Spamflix, eh bien sachez que ça va arriver sur YouTube. Et c'était un premier format vidéo un petit peu pour nous qui était au-delà des streams intéressant. Ouais, on a fait du Twitch la saison dernière, on a testé quelques petites choses, mais voilà, on va essayer de se diversifier, donc voilà, n'hésitez pas à rester branchés sur les ondes de Spoilers, du coup, voilà, c'est Oui, nouveau. Il va falloir changer les habitudes. Pour ce premier épisode, on va vous parler de séries, hein, ça vous le saviez, on reste, pour le coup, rien ne change, ni l'équipe, ni nos thèmes de prédilection. On va peut-être s'autoriser d'ailleurs, par moment, un petit peu s'en échapper, mais le sujet d'aujourd'hui va rassembler tout ça. La série du petit au grand écran. Écoutez, je lis le magnifique conducteur que nous a préparé Guillaume. Voilà, je pense que ça résume plutôt bien. On va parler de ces séries qui soit sont issues du grand écran, soit y ont été exportées pour diverses raisons. C'est aussi tout ça dont on va parler. Je vous propose d'abord de voir ça dans l'ordre de la série au cinéma. Voilà, donc peut-être qu'on peut commencer, Guillaume, avec les séries. Par exemple, il y a ce cas de figure où un film est venu conclure une série. Ouais, complètement. On a cherché comme ça, on a brainstormé pour cette nouvelle saison. Et c'est vrai que ce sujet-là, mine de rien, on ne l'avait pas trop abordé, alors que Assez peu, ouais. quand on fait un peu le listing des choses qui viennent de l'univers de la série, de la sérialité, pour s'exporter ensuite sur le grand écran, en tout cas sur un format que l'on pourra identifier comme étant celui d'un film, parce qu'on y reviendra, il y a aussi peut-être une certaine forme de définition du film qu'il faut avoir pour que tout rentre dans ces petites cases-là. On s'est rendu compte que c'était une thématique qui était intéressante. Et comme tu le disais, moi, la première chose auquel j'ai pensé par rapport à cette thématique-là, c'est « Ah oui, c'est vrai, du coup, ouais, il y a souvent, je pensais souvent ces films qui viennent conclure une série, souvent parce que la série a été annulée. » Et j'ai tout de suite pensé notamment à 2 exemples qui me sont venus très vite, qui est celui du film Serenity, du coup, en 2005, qui était venu plusieurs années après la fin de la série Firefly, conclure,
en tout cas essayer de conclure l'arc de certains des personnages. Et puis, celui que moi j'ai un peu plus à cœur, on va dire, c'est Sense8, qui pour le coup, on va de l'autre côté de ce scope, de ce qu'on pourrait identifier comme étant un film, puisque là justement on n'est pas du tout au cinéma, puisqu'on est euh, sur Netflix. Et on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est totalement indépendant de la série, puisqu'en fait c'est le dernier épisode de la saison 2, qui aurait dû normalement être la saison 3, mais qu'ils ont compressé en un gros épisode de plus de 2 heures pour terminer la série. Et qui donc est présenté comme un peu un Netflix special, ou un film un peu événementiel, on va dire, ou un épisode un peu événementiel, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Moi, je rentre un peu tout ça dans cette case film, mais je pense que les vrais cinéphiles qui nous écoutent vont s'arracher les cheveux. Bah, justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on sait à partir de quel moment de quelle étape de la production il a été décidé d'abandonner une saison 3 et de faire ce gros épisode du coup? Alors, dans les détails, je vais pas pouvoir te dire exactement, peut-être que Briac aura plus d'infos, mais en tout cas, je pense que Sense8 a fait partie de cette première fournée de séries Netflix qui, au bout d'un Ouais. moment, en fait, se sont vues ne pas être renouvelées pour faute d'audimat, ou en tout cas de performance sur la Mhm. plateforme, quoi. Et j'ose croire que sûrement Lana Wachowski et les auteurs qui ont travaillé avec elle sur la série avaient peut-être assez de poids pour dire putain, quand même on finit la série, quoi, on va pas laisser le truc comme ça en plan, parce que là on était vraiment sur en plus un cliffhanger qui était assez important à la fin de la saison 2. Et dans mon souvenir, il y a eu un peu une période de flou, hein, qui a été entretenue avant l'annonce de cet épisode spécial, de ce film conclusif à la série. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de rattrapage d'auteur, ou en tout cas où Netflix a fait un peu un pas en avant pour dire ok, on va pouvoir terminer l'histoire, mais Un compromis un petit peu, genre exactement. ok, on vous donne un bout de ce que vous voulez et puis C'est vous ça. vous débrouillez avec un truc un peu hybride quoi. Là où depuis, Netflix annule des séries sans Ah oui. sourciller avec. Depuis, ils sont beaucoup plus cool enfin Ouais, beaucoup voilà, plus à c'est l'aise, ça. on va dire, sur ça. Et Briac, justement, sur Serenity, toi, je crois savoir que tu aimes bien Firefly. Justement, est-ce que tu sais à quelle étape parce que Firefly, de mon regard, moi j'ai vu que l'épisode 1 qui fait déjà 1h30 de mémoire, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a eu ce côté aussi couper l'herbe sous le pied à partir du moment où ça commençait à devenir vraiment très très bien, et ça commençait un petit peu à prendre, il me semble, non? La série, elle a jamais, justement, elle a eu des audiences très mauvaises quand elle a été diffusée, et en plus, elle a été diffusée dans le désordre par Fox, qui n'a pas du tout aidé à fidéliser le public, même s'il y avait une fanbase très fidèle et qui est resté ensuite sur Internet par la suite. Mais la saison 1 n'a même pas été conclue, en gros. C'était une saison de 22 épisodes, et ça s'arrête au bout de 14 ou 15 de mémoire. Donc on n'a même pas la structure globale d'une saison, quoi. Ça s'arrête en cours de route comme ça, Firefly. Et donc finalement, Whedon a réussi à monter un film quelques années plus tard, voilà, avec Serenity, qui fonctionne en gros comme une sorte de ce qu'on pourrait imaginer une saison 2 en accéléré, quoi. En 2 heures, t'as autant de gros événements que si il y avait une saison 2, qu'on enlevait tout ce qui était les intrigues épisodiques et qu'on te faisait l'arc de la saison très vite. Il y a des beaux moments de personnages, des belles choses, mais tu peux pas t'empêcher de te dire ça va beaucoup trop vite, quoi. T'avais envie de voir ça sous une autre forme. Et à ce niveau-là, bah moi j'avais eu ça aussi un petit peu avec Sense8, hein. T'as une côté frustration quand même de voir une série qui commençait à peine à se déplier, qui avait une mythologie complexe et tout, qui se retrouve obligée de se conclure en 2 heures et quelques. Et je me demande, pour sortir un peu de nos genres de prédilection, moi la seule fois où ça a vraiment marché pour moi, ce genre de système, c'est avec Deadwood. Donc Deadwood, série d'HBO, 3 saisons, qui a été annulée en 2007 ou 2008 de mémoire, et qui a reçu en 2019 pardon, un film, en fait un téléfilm sur HBO qui a permis de conclure la série. Et là, il fonctionne très bien. C'est une très belle fin. Le film a très bien marché. Alors, le niveau audience et tout, je ne saurais pas te dire exactement le succès, mais en tant qu'objet, ça fonctionne bien. Ça te fait une bonne fin à la série, c'est satisfaisant. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, bon, j'ai beaucoup travaillé sur Deadwood et j'ai trouvé plein de choses qui me plaisaient dedans. C'est vraiment un gros épisode conclusif, mais je me demande aussi si c'est le fait qu'une série comme Deadwood a une intrigue globale, etc., mais peut se conclure plus rapidement. C'est-à-dire qu'on peut juste finalement rester sur les personnages et conclure leur histoire assez facilement, alors que des choses comme Sense8 et Firefly, comme ils construisent toute une mythologie qui est très complexe, ils peuvent pas tout terminer en 2 heures de manière vraiment satisfaisante pour tout leur public. Donc je pense que d'une certaine manière, les genres un peu de l'imaginaire sont
assez desservi par cette manière de terminer une série, d'autant plus quand c'est après une annulation, donc c'était vraiment pas le plan de départ, quoi. Quand on te dit vraiment, bon, bah maintenant t'as 2 heures, tu finis ton truc. Et d'ailleurs, il y en a qui ont refusé de faire ça, puisque c'est ce qu'on avait proposé à Daniel Neuf, qui était le créateur de Carnival, donc autre série HBO, et on lui avait dit, bah écoute, donc il y a 2 saisons, c'était une série qui était prévue sur le long terme, lui il avait le plan de tout ce qu'il voulait faire dans la série sur 5 ou 6 saisons, je sais plus, 6 saisons je crois, et on lui a dit, vas-y, est-ce que tu veux le faire en un gros téléfilm? Il dit, bah non, c'est pas la peine, quoi. Ça, je peux vraiment, c'est même pas la peine d'essayer, quoi, ça a aucun intérêt. Il a préféré laisser en suspens ad Bah, vitam. du coup, il a même pas entamé les négociations pour faire ça, quoi. Il Mm. leur a dit, bah, soit vous me donnez une saison, soit je fais rien, quoi. Et ça s'est fini comme ça, quoi. Et question bête que je me pose, mais est-ce que en termes de budget, est-ce qu'on a une idée de ce que ça... Tu vois, tu parlais de Deadwood par exemple, est-ce que tu saurais comparer le budget d'une saison de Deadwood et le budget du film? Est-ce que c'est si intéressant pour une chaîne comme HBO, tu vois, de quand même... Enfin, on retrouve, je trouve, un peu l'esprit HBO de vraiment donner sa chance à la série et tout ça, et de quand même vouloir achever l'aventure qu'a pu être Deadwood en l'occurrence, tu vois, plutôt que de couper l'herbe sous le pied comme je disais tout à l'heure. Bah, Deadwood, c'est un exemple compliqué parce que finalement, ils leur ont bien coupé l'herbe sous le pied parce que la série coûtait cher, ils l'ont annulée et ils sont revenus 12 ans plus tard parce que, bah, alors je sais Ouais, pas, c'est vrai que Deadwood n'est pas un bon exemple, t'as raison. l'ensemble de circonstances qui font que c'était de toute façon devenu une série culte et que bon, ils ont fini par monter ça et que ça a commencé à se faire. On est juste quelques années après le retour de Twin Peaks, tout ça. Mm. Mais ouais, je pense qu'après, il y a un côté investissement intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que Netflix l'avait fait dans le cas de Sense8, c'est quand tu as une fanbase qui est là, qui est présente, c'est toujours intéressant de leur donner une fin. Comme ça, il y a un objet qui est quand même un peu conclu et ils vont revenir peut-être même plus facilement que pour des trucs annulés où c'est très frustrant de te dire oh là là, j'ai pas envie de la revoir parce que ça va nulle part. Donc c'est pas si bête, mais après, c'est vrai que Netflix, on imagine qu'ils en annulent tellement que c'est même plus possible de s'autoriser ce genre de choses. À la limite, Netflix, à l'inverse de... Quelle série tu parlais à l'instant, Guillaume, pardon de Firefly, par exemple. Non, mais de Firefly, c'est que ce qui aujourd'hui serait beaucoup moins plausible, c'est que on coupe, comme tu disais, en plein milieu d'une saison, quoi. Là où Netflix, à la limite, c'est pas très très bien non plus, hein, mais à la limite, ils laissent leur chance à une saison, et je pense que maintenant, il y a plein de scénaristes et de showrunners qui anticipent la possibilité qui ne soit pas renouvelé et qui font toujours, alors c'est bête mais moi je pense, alors c'est pas exactement le sujet mais c'est bête mais je pense à la série La Révolution qui est une série française que Briac a adoré et mine de rien qui a été annulée et mine de rien cette Ça fin, t'a fait mal, ça. je vais pas revenir sur le sujet. J'ai fait une vidéo YouTube, allez voir la chaîne de CHP. Exactement. Non mais ce que je veux dire c'est que de repenser à cette fin une fois que ça a été annulé, tu te dis bon bah quelque part ça pouvait être une mini-série d'une saison, une saison assez moyenne, mais ça peut être une fin quand même quoi. Donc je pense qu'il y a plein de fins de saison que tu peux voir comme ça, même si la série est renouvelée, où tu peux dire ah le gars s'est quand même dit si ça marche pas, on peut arrêter comme ça quoi. Ce qui doit être un crève-cœur pour un showrunner quoi. Mais du coup en termes de qualité, Serenity et Sense8, le parallèle, vous qui êtes, enfin en tout cas pour Firefly qui est Briac, t'es assez fan de la série. Qualitativement, est-ce que ce côté saison accélérée en film, est-ce que le plaisir est là ou est-ce que ça reste quand même pas de toute façon une frustration? Bah, dans le cas en tout cas de Serenity, oui c'est ça, c'est un sentiment de trop peu, parce que tu vois les bribes d'un truc qui aurait pu être génial, quoi. Tu te dis, ah j'aurais aimé voir ça, et qu'on le laisse vraiment respirer. Alors ça fonctionne, et en plus dans le cas de Serenity encore, bah, il y a un budget qui est beaucoup plus confortable que pour la série. Et c'est quelques années plus tard, donc on a des meilleurs effets spéciaux, on a les plus grosses scènes d'action et tout, mais t'as quand même l'impression que ça va beaucoup trop vite, quoi. Ça n'a pas le même impact que ça aurait pu avoir si on leur avait laissé vraiment si on a laissé à Whedon le temps de faire sa série comme il le souhaitait. Mais après, Serenity, ça va même encore plus loin, c'est que autant Sense8 a eu 2 saisons déjà de base pour se développer, autant le fait que Firefly ait même pas eu une seule saison, c'est encore pire. Tu te dis, putain, moi j'aurais aimé qu'elle dure 5 saisons cette série et qu'elle ait vraiment le temps d'atteindre son potentiel quoi, en tant que série de science-fiction. Et Guillaume, il y a aussi l'exemple de Stargate, qui est un peu dans ce cas-là. Alors moins dans la douleur, non, je sais pas, tu vas peut-être nous le dire, mais... Ouais, c'était là aussi finalement des téléfilms. Donc on est un petit peu dans le même cas que Sense8, même si là on est moins comme, bah oui, c'est ce que tu dis, moins dans la douleur, c'est plus voulu comme tel, même si à la base il devait y avoir 3 téléfilms
hein. Encore une fois, là, on est vraiment sur un format plus téléfilm. 3 téléfilms conclusifs de la série mère Stargate SG1. Finalement, ils en ont fait que 2. Parce qu'ils avaient déjà développé à côté d'autres séries qui poussaient plus loin la mythologie et qui faisaient qu'ils étaient finalement pas obligés de conclure certaines choses. Et puis ensuite, la franchise Stargate à la télévision, et puis d'ailleurs un peu partout ailleurs, c'est éteinte pour le moment. Mais c'était un autre exemple de, effectivement, ce truc pas mal aussi, je trouve, des années 2000, 2010, parce que là, on est en 2008, qui est assez représentatif aussi, je trouve, par rapport à Serenity, de cet objet filmique perçu comme quelque chose d'assez luxueux, on va dire, pour conclure une série, quoi. Là où, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut très facilement catégoriser dès ce premier grand ensemble, c'est que on a d'un côté Serenity qui certes vient pour conclure la série, mais qui est vraiment un film qui a été diffusé au cinéma avec du coup plus de budget, comme le disait Briac, une temporalité qui fait que plus de moyens visuels, etc., et qui donne vraiment un objet qui est plus qualitatif visuellement. Là où Sense8, on est plus sur quelque chose qui est très très proche de la série en termes de moyens, en termes d'image, de réalisation, etc., etc. Et qui finalement est très très propre aux plateformes de SVOD. J'ai l'impression de tous ces films qu'on va voir un peu se développer à partir de maintenant et dans les prochaines années, j'en suis sûr, autour de franchises qui sont connues, mais pour lesquelles ils vont faire un peu des unitaires comme ça, des épisodes unitaires avec un peu plus de moyens qu'une série, mais pas non plus autant que si c'était un budget pour le cinéma, on va dire. Et Stargate est un peu entre les deux, dans le sens où j'ai l'impression qu'il était à cette époque où les producteurs, peut-être même les showrunners, avaient un peu ce fantasme de, pour légitimer une franchise et la conclure en apothéose, ils faisaient péter le film, quoi. Ils sortaient les billets et puis... Ouais, le côté prestige, mais est-ce que le Exactement, ouais. prestige du film long est toujours d'actualité, tu vois? Parce que quand je pense à mes fins de série préférées, je les aime parce qu'elles sont, j'en ai une en tête, une histoire d'avion sur une île déserte. J'ai été très heureux de la voir en série parce que ça prend le temps et c'est vraiment un aboutissement, quoi. Bon, après on parle, enfin, j'allais dire on parle d'une bonne fin de saison. Alors il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais le fait est que moi je l'ai aimé et je l'aime parce que c'est ça. Tu m'aurais fait un film à la place. J'aurais été, je pense, beaucoup plus exigeant finalement. Parce qu'on se dit, bah, un film, attends, les gars, vous savez faire, ça s'entend, alors que non, pas du tout, quoi. Enfin, c'est un challenge tout autre qu'une saison ou qu'une série entière, quoi. Ça, c'est... Ouais, figure-toi que justement, J.J. Abrams avait éventuellement envisagé, en tout cas en interview, il l'avait évoqué, que Lost pouvait se terminer par un film. Et comme je parlais justement, enfin ça rejoint ce que je disais sur cette époque où moi c'est comme ça aussi que je m'en souviens, j'avais l'impression de voir énormément de news comme quoi une série, il y avait l'évocation du fait que cette série allait débarquer au cinéma, il y allait avoir un film pour conclure, ou alors un film pour explorer certaines thématiques, etc. etc. Et ce qui me fait beaucoup penser à ce mantra de Community avec Six Seasons and a Movie, qui est complètement ce truc-là, en fait, quoi. Avec, Et ils ne l'ont pas eu. Pas encore, mais... Allez, ça y est. On en parle encore. Pas encore. Je mets mon billet que un jour il y aura un film Community, j'en suis sûr, avec la nostalgie et tout. Un jour, le mec il réussira, Dan Harmon, il réussira bien à réunir les acteurs et à faire son film sur une plateforme d'SVOD. Peut-être pas au cinéma, tu vois, mais c'est tellement un gimmick de la série que et d'ailleurs, enfin, régulièrement les acteurs en parlent, etc. Je pense que tout le monde est plutôt partant pour le faire. Il faut juste qu'ils trouvent les sous. Bah, les producteurs, non, quoi. C'est les producteurs qui ont pas l'air hyper chauds non plus, quoi. Mais il y a eu un film Véronica Mars, donc il peut y avoir un film Community. Hein. C'est vrai. Payé par les fans, donc... On verra bien. Non, mais sinon, par contre, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi la genèse d'une série, donc un pilote qui n'est pas, qui aurait dû être une série, qui finalement se retrouve à être un film. Est-ce que vous avez des exemples peut-être de ce cas de figure? Oui, bah en fait c'est un truc qui arrive de manière assez classique quand un pilote n'est pas validé, n'est pas pris, que ça intéresse pas. Souvent on le repackage et on le vend
plutôt à l'international, par exemple aux États-Unis en tant que film. Comme ça permet quand même au studio un peu de récupérer ses coûts. Ah, je savais pas que c'était un truc courant. Et par exemple, c'est ce qui est arrivé avec Twin Peaks, c'est-à-dire que en gros, il y avait dans le contrat de David Lynch et Mark Frost, ils devaient garantir le fait de tourner une fin spéciale pour le pilote de la série pour que ce soit vendu, par exemple en Europe, comme film. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont dû improviser une fin juste pour ça. Et pourtant, des choses qu'ils ont tournées spécifiquement pour cette fin européenne du pilote se sont ensuite retrouvées dans la série. Donc, paradoxalement, ils ont été forcés de faire ça, mais ça les a inspirés. Et c'est arrivé surtout à David Lynch quand, beaucoup plus tard, à la fin des années 90, il tourne un autre pilote pour ABC qui est Mulholland Drive. Et pilote qui va être refusé après moult remontages, notes, etc. Des exécutifs d'ABC, au point que Lynch dit, finalement, on avait obtenu un truc qui ressemblait plus du tout à ce que je voulais faire, enfin ce pilote est ignoble, donc on l'avait laissé tomber, c'était mis au placard, jusqu'à ce que finalement Studio Canal revienne, dise nous on veut bien racheter les droits, peut-être on donne de l'argent pour finir ça. Et Lynch tourne quelque chose, des passages en plus, et donc transforme son pilote en un long métrage, en rajoutant des séquences, en le refaisant, etc. Et c'est quelque chose qui a failli arriver, alors là on sort encore un peu de notre spécialité, mais au Soprano, puisque David Chase, quand il tourne le pilote des Sopranos, il est tellement convaincu que ça va de toute façon pas fonctionner, il dit mais c'est pas grave, moi je le remonterai, ou je rajoute des choses, et je pars à Cannes avec, et puis comme ça je lance ma petite carrière de cinéaste. Finalement, HBO aimé, c'est le succès qu'on connaît, mais c'est marrant de s'imaginer aussi peut-être qu'il y aura un monde où Mulholland Drive est devenu une série et où Les Sopranos est devenu un film passé à Cannes avec David Chase. Et honnêtement, de ce qu'on peut voir de Mulholland Drive et même du pilote un peu charcuté qui est disponible sur Internet, on peut se dire peut-être que maintenant c'est de ça qu'on parlerait comme la grande révolution des séries, peut-être même plus que Twin Peaks ou plus que Les Sopranos. On aurait peut-être eu un paysage audiovisuel complètement différent, mais c'est intéressant d'imaginer ce qui aurait pu se passer, en tout cas avec cette version série de Mulholland Drive. Après, je connais pas d'autres exemples, par contre, très intéressants dans ce cas-là. De Sopranos, qui est revenu d'ailleurs, du coup, dans l'actualité, dans cette thématique très précise de faire un film issu de cette série avec la préquelle. Oui, c'est ça, parce que en l'occurrence, Les Sopranos, on est définitivement hors science-fiction et c'est la reprise. Fantastique. Mais écoutez, c'est podcast ou c'est pas podcast? On a le droit? On fait ce qu'on veut ou pas? Non, mais c'est un bon exemple parce que là, c'est ni un film conclusif, ni un pilote qui est devenu un film à côté, c'est un bout, en fait alors, dire le nom, c'est The Many Saints of New York, qui explore, qui raconte une partie du passé de la diégèse des Sopranos, des épisodes dont on parle, donc les émeutes de, je ne sais plus, années 70, c'est ça? 60? Fin des années 60, à New York. Fin des années 60, voilà. Et qu'est-ce qui se passait avec du coup l'enfance de Tony et ses parents et Dicky Moltisanti notamment son mentor. Et voilà, c'est juste un bout qui a raconté. C'est comme si et quand vous voyez la série, c'est de ça qu'il parlait dans le film, etc., etc. Donc c'est un espèce d'entre-deux qui n'est pas du tout pour le coup, c'est pas du coup un cas unique. C'est juste on va développer un peu plus en profondeur dans un film. Donc pour le coup Twin Peaks a ce cas-là aussi avec Firewalk With Me que je n'ai pas vu, mais c'est l'idée, c'est étoffer ce qui est raconté dans la série, quoi. C'est ça. Alors c'est un peu, en fait les deux sont un peu différents quand même, mais c'est parce que les séries ont des histoires différentes, mais dans le cas des Sopranos, ce qu'on a vraiment, c'est qu'on a une série qui est terminée, qui de par sa fin, qu'on va pas spoiler, mais fait qu'on ne peut pas retourner normalement après la fin de Les Sopranos. Enfin, on peut pas l'endommager, on peut pas retourner dans le futur du récit, quoi, et on est obligé de partir dans le passé ou de faire autre chose. Et donc le choix de David Chase, c'est de prendre un aspect particulier de la série, pour ceux qui connaissent, c'est la relation entre Christopher et Tony, et de l'explorer à travers un peu d'autres relations miroirs, et de faire en sorte qu'en fait, après avoir vu le film, si tu revois la série, t'as des nouveaux angles d'attaque, ça vient enrichir rétrospectivement la série, sans la modifier véritablement. C'est pas indispensable, mais en même temps, ça te rajoute quelque chose, et thématiquement, c'est super intéressant. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Twin Peaks, avec Firewalk With Me, puisqu'en gros, Laura Palmer meurt donc c'est le début de Twin Peaks, c'est l'enquête sur le spoiler. Quoi sur la mort de Laura Palmer, et le film,
entre autres, nous montre les 7 derniers jours de la vie de Laura Palmer. Alors, il nous montre d'autres choses, mais il fait aussi beaucoup de choses qui font qu'on revoit différemment la série, et il apporte un nouveau regard sur le monde de Twin Peaks, tout en étant en plus paradoxalement, donc ça c'est un peu, c'est un peu la particularité du film, c'est aussi une suite à la série, par certains éléments, donc c'est pour ça qu'il est un peu à part aussi du film des Sopranos. Et là encore où il est à part, c'est que par la suite, Twin Peaks a connu une suite en 2017, qui repose sur plein de C'est choses vrai. qui viennent du film. Donc là, Twin Peaks, c'est une forme de fiction totalement hybride qui Oui. part d'une série, devient un film, devient une nouvelle série, cette fois-ci câblée, et toutes les étapes sont importantes et apportent quelque chose. Donc là, on a vraiment un Ouais. truc particulier. Le seul équivalent, ce serait d'une certaine manière X-Files, qu'il a fait aussi en faisant 5 saisons, un film, se concluant en refaisant un film en, je ne sais plus, 2007 ou 2008. 2008, ouais. Sachant que par contre, là, il n'y a pas forcément les mêmes bouleversements que dans Twin Peaks. Avec X-Files, où X-Files, il y a plutôt un côté, on explore les deux facettes de la série. Alors ça, on avait un petit peu parlé dans notre live, Ouais. vous pouvez aller le regarder avec Claire Cornion sur X-Files, mais X-Files, en gros, c'est une narration qui est épisodique, avec des épisodes qui sont plus ou moins séparés, et d'autres qui sont vraiment feuilletonnants sur l'arc, donc ce qu'on appelle la mythologie d'X-Files. Et le premier film, c'est vraiment centré sur la mythologie, alors que le deuxième, c'est un truc qui pourrait être complètement à part. Donc on explore un peu les deux facettes de la série de cette manière-là. Mais aussi en termes de forme, il y a les séries anthologiques qui ont eu droit à des films. Donc notamment Twilight Zone et Contes de la Crypte, deux exemples dont on a beaucoup parlé enfin, plusieurs fois parlé dans Spoilers. Justement là c'est encore un autre cas de figure, c'est vraiment juste on reprend la forme de la série et on l'adapte un peu tel quel, quoi. Donc le film Twilight Zone, qui a malheureusement fait parler pour des raisons un peu très graves, pour le coup reprend, voilà, il y a c'est Joe Dante, je crois, Joe Dante, Spielberg, j'ai plus tous les noms, tous les réalisateurs qui ont participé. Mais c'est voilà, c'est chaque réalisateur prend un des films, un des sketchs de ce film et l'adapte à sa sauce, quoi. Donc pour le coup, est-ce qu'on touche pas à la limite un petit peu du principe, dans le sens où est-ce que ça aurait pas mérité juste d'être un épisode et une saison et... Pour le film Twilight Zone, je pense qu'il y a une petite différence, c'est qu'en fait les sketchs du film sont en fait des épisodes de la série. En fait, on refait des choses qui étaient déjà dans la série. Okay. Donc là, on est plus, je pense, dans le cadre d'une adaptation. En fait, on adapte une série en film. Alors là, carrément, on réadapte les épisodes, et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans les années 80-90, par exemple. Donc il y a eu Les Incorruptibles, il y a eu Le Fugitif. Il y a eu l'une des plus grosses toujours sagas de blockbuster actuelle, Mission Impossible, hein, donc c'est aussi une adaptation de série. Là où, par exemple, avec ce qu'on évoquait avec Twin Peaks, X-Files, tout ça, on est plus dans ce qu'on appelle l'intermédialité, donc quand un récit passe d'un média à un autre, et remédier pour... soit quand c'est vraiment là, X-Files, Twin Peaks, on disait, donc vraiment un récit unique qui se transforme. Après, il y a aussi des choses comme la saga de films Star Trek, où on garde cet univers, on garde ces personnages, mais de manière assez logique, puisque Star Trek, c'était des séries épisodiques et formulaires, les films, c'est comme c'est à la fois des films et un nouveau gros épisode. C'est pas grave, oui, Star Trek, ça peut se décliner un peu en unité. C'est une aventure de l'équipage, quoi. Ouais. Ça s'y prête plus facilement. Et justement, on retrouve toujours cette qualité chez Star Trek, justement. Moi, pour le coup, j'ai vu que les films Star Trek, donc... la série, je connais très 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 mal. Guillaume y a consacré un épisode entier, on rappelle. Oui, c'est ce que nous disaient justement Guigui et Marina dans l'épisode qu'on y a consacré, c'est que ils étaient tellement de qualité que ça a même créé un peu une dissonance auprès des spectateurs qui découvraient la franchise. Parce que justement, ils découvraient d'abord des films de cinéma, donc avec plus de budget et donc plus de décors. On est dans un space opéra ou en tout cas dans un film de science-fiction et donc il y a des vaisseaux, il y a des planètes, il y a des extraterrestres, etc. Donc voilà, et en parallèle de ça, quand ils cherchaient à retrouver, on va dire, les épisodes de la série originale avec les personnages qui connaissaient des films, là la chute était encore plus forte, puisque du coup forcément on était vraiment sur les premiers temps de la série. Mais en tout cas, oui, Star Trek, c'est un des gros
marqueur de réussite de cette manière d'exporter un matériel sériel au cinéma, puisque on a 13 films au compteur. Je pense que c'est clairement là où il y a eu le plus, la franchise où il y a eu le plus de films. Mission Impossible est pas très très loin. Tom Cruise fait tout ce qu'il peut Il s'en rapproche. pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Mais là aussi, même si le premier film a de très très forts liens avec la série, la saga Mission Impossible au cinéma est totalement décorrélée en termes de personnages et d'histoire. C'est quoi. ça. On a juste le personnage de la série qui se retrouve dans le premier film, mais qui est pas joué par le même acteur, donc il y a quand même un décalage un peu. C'est pas comme Star Trek, effectivement. On est plus sur une sorte de nouvelle adaptation, quoi. Donc voilà, et ça fait partie, comme on le disait tout à l'heure, je trouve, de vraiment cette époque où, voilà, quoi, on a vraiment cherché à faire sortir les franchises à succès du petit écran au cinéma pour peut-être plus de prestige, plus de moyens, peut-être que aussi il y avait alors voilà, peut-être qu'on peut en échanger entre nous, mais l'idée alors je me suis posé la question de est-ce que quelque part c'était pour les auteurs l'idée de se dire OK, on va travailler sur un truc qui est un peu plus légitime, un peu plus qualitatif que sur la série télé, parce que cinéma, donc voilà, hein, on voit où on va en venir, ou est-ce que c'était presque une sorte de produit d'appel pour inciter les spectateurs qui, eux, n'auraient pu aller que au cinéma, découvrir une franchise, et puis du coup, derrière, revenir à la télévision pour découvrir cet univers par ailleurs. Tu veux dire de quoi part l'ambition de faire ça truc d'appel, je sais pas. Truc d'appel, je sais pas, parce que tu vois, je pense à il y a beaucoup d'animés aussi qui ont droit à des films Oui. qui se situent en plein milieu d'une saison, voilà. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être un truc d'appel, mais peut-être à l'international aussi, dans le sens où là où ça va être plus difficile de proposer une série originale à un public étranger. On leur propose un film et on leur dit en gros, si ça vous plaît, sachez qu'il y a des saisons de ça qui existent, et ça, je peux comprendre. Pour le reste, le côté, en fait, moi, la question que je me pose, je pose une question dans ta question et j'en suis désolé, mais en fait, je pense que ce que ça pose comme problème quand il y a plusieurs films, pardon, d'une même série, à l'image de Star Trek, tu parlais de 13 films, le risque aussi que ça peut engendrer, c'est qu'il y a un côté hiérarchie qui tombe. Imaginons les films Star Trek ont un succès monumental, peut-être que du coup la série va perdre son importance, etc., etc. Je pense que on parle de Mission Impossible c'est tranché. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est une série à la base et qui aujourd'hui est juste une série de blockbusters à succès. Là, ça pose moins problème. Après, sur le reste, je saurais pas. Je saurais pas te dire. Cette hiérarchie me semble être un équilibre forcément très très complexe quand les producteurs font le choix d'adapter à un autre média justement leurs produits, quoi. Je pense que la motivation, alors il y a bien sûr le côté, tu disais, légitimant, et aussi pour un créateur de série, je pense par exemple Chris Carter avec X-Files, genre tu dis bah ouais, c'est bon, je passe au cinéma, quoi. Tu es Ouais. content de transporter ton univers au cinéma, c'est un gage de légitimité, surtout avant les années 2000-2010, où encore on dit les séries télé c'est un sous-objet culturel. Ça reste un objectif, quoi. C'est ça, il y a des cas où c'est pas, genre Twin Peaks, c'est pas nécessairement ça, parce que David Lynch aime raconter des histoires à la télévision, c'est plus que on lui annule sa série, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il sait faire, il fait des films, donc lui il répond avec ça. Maintenant, je pense que si on regarde la genèse de la plupart des autres exemples, dont sûrement Star Trek et d'autres, ça a été aussi des choses qui ont été engendrées par des studios et par des producteurs, et tout simplement parce que quand tu as une série culte, tu as déjà quelque chose que les gens connaissent et tu as des spectateurs qui sont garantis. C'est pas comme quand tu lances un projet comme ça. Là, tu dis, ok, déjà, il y a ceux-là, ils vont venir voir ce film. Donc, il y a un côté forcément très mercantile, ce qui n'empêche pas qu'après, on ait des projets intéressants. Mais je pense que c'est ça la base principale à la source de ces projets-là, quoi. On arrive, on dit, bon, on peut plus, ou alors, quand une série est annulée, on peut plus faire de suite, mais au moins, on peut peut-être faire un film. Il y a des gens qui vont aller le voir de toute façon, quoi. Oui, mais justement, ça, c'est pour le côté produit d'appel dont parlait Guillaume, là, ça marche pas du tout. Tu vois, pour le coup, je pense à par exemple Doctor Who. Pour le coup, c'est un téléfilm. Je suis pas. Si ça a été diffusé dans certains ciné, mais globalement, on va dire que c'est un téléfilm avec le. Je me souviens, il y avait un épisode avec où il y avait comment il s'appelle? John Hurt, qui jouait un ancien docteur. Alors ça, c'est particulier. C'était l'épisode anniversaire, ça. Non, mais en tout cas, il y a des téléfilms Oui. qui ont existé, et du coup,
moi qui connais pas Doctor Who, ça m'a pas du tout attiré puisque justement je ne connais pas Doctor Who quoi. Donc tu te dis en tant que spectateur tout est une bonne raison pour ne pas découvrir une licence aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout attirant finalement. Oui, alors du coup, je me permets d'intervenir puisque si Twin Peaks est associé à Briac dans ce podcast Doctor Who et ma petite marotte personnelle. Donc là, tu fais référence effectivement aux épisodes spéciaux qui égrènent la série Doctor Who, où à chaque fois ils en font régulièrement, notamment au moment des fêtes de fin d'année, à Noël, Ouais. ou voilà. Et là, en l'occurrence, c'était effectivement un épisode avec John Hurt pour le 50e anniversaire de la série. On était clairement dans un truc dédié aux fans. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'époque de la première itération de la série, enfin en tout cas de la première des anciennes Oui. saisons de cette série, en noir et blanc et en couleur ensuite, mais qui ont débuté toute cette mythologie-là, à un moment donné, cette série, elle s'est arrêtée, Doctor Who a été annulée. Et justement, pour à un moment donné, ils ont eu l'ambition, en 96, de relancer la franchise à travers un téléfilm qui est canon, hein, qui fait la transition entre deux docteurs et qui a été créé à destination du marché américain. Et ça fait partie, et d'ailleurs, quelque part, enfin, ça fait partie de ces projets de réanimation d'une franchise qui s'était arrêtée. Parce que finalement, Star Trek n'a pas été. Enfin, en fait, les films sont venus quand même bien après la fin de la série, Hmm. qui avait été succédée par une version animée de cette de cette première saison, de cette première série originale. Et c'est en gros le succès de la série animée qui avait donné un peu l'idée de poursuivre les choses au cinéma, mais il y avait quand même un laps de temps. Donc il y avait vraiment, je pense, une vraie envie de réanimer la franchise. Et voilà, Doctor Who est un exemple aussi de ces franchises qu'on essaye de faire revenir sur le devant de la scène avec plus ou moins de succès. En l'occurrence, là, c'était vraiment pas une réussite, même si grâce au travail des scénaristes et à la rétro-continuité de l'ensemble des différents scénarios de Doctor Who, tout ça redevient canon et totalement intégré à la mythologie générale. Là, pour le coup, on était vraiment sur un produit qui était censé faire venir une nouvelle population américaine, pour le coup, à cette entité qui était Doctor Who et qui était très très typée, évidemment anglaise à la base, quoi. Et est-ce que ça a marché justement ces stratégies? Bah, moi, j'ai l'impression, on en fera peut-être un bilan à la fin, mais j'ai l'impression que de toute façon, au global, j'ai pas de souvenir particulier de films, soit qui viennent terminer une série, soit qui veulent la relancer, ou à part du coup Star Trek, où on est vraiment dans la continuité du matériel d'origine, qui a vraiment été genre un succès tonitruant et qui a vraiment donné une nouvelle saga comme ça, avec une nouvelle fanbase et Ah tout. mais ça c'est autre chose. Oui, d'accord. Parce que des itérations qui ont eu du succès, il y en a eu. Mais effectivement, si le but est de s'ouvrir à un nouveau public, je suis pas sûr, effectivement. Bah même en fait, enfin je veux dire, tu dis qu'il y en a eu qui ont eu du succès, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a eu tant que ça en fait. Moi, alors peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours, mais tu vois, je pense c'est un peu différent et ça n'avait pas pour but, c'était vraiment juste un kiff que s'étaient fait les producteurs. C'est le film des Simpsons. Ouais. Qui a quand même été hyper bien et qui est, enfin, c'est que mon avis, mais moi je le trouvais super cool ce film quoi, vraiment et dans l'esprit des Simpsons et en apportant quelque chose à l'univers. C'était en 2007, c'est déjà si vieux, et qui a eu un succès, enfin et un succès critique et un succès de chiffres quoi, donc tu vois, et ça n'a rien conclu, c'est vraiment juste, je sais même pas comment ça s'intègre pas, on va dire, sur les Simpsons, comme c'est toujours le bordel de toute façon dans cet univers-là. Mais Oui. tu vois, donc, mais par contre, ça n'a pas ouvert, je suis pas certain que ça ait ouvert un nouveau public, quoi. Je suis vraiment pas sûr. Je pense que l'exemple qu'on a tout à l'heure, c'est sans doute Star Trek, parce que la série, elle était finie depuis une petite dizaine, quinzaine d'années. Mhm. C'était que trois saisons, hein, je crois, la série originale, ou 4, 3 saisons.
Je sais plus si tu as les chiffres, Guillaume. Il plisse les yeux, je crois qu'il ne sait pas. Si 10 ans après, on a eu The Next Generation, qui a ensuite donné naissance à Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et toutes les séries qu'on a maintenant, c'est probablement grâce au succès de cette série de films, plus encore que si on avait juste eu la série originale des années 60, pardon. Probablement. Après, il nous faudra un historien de Star Trek pour nous dire que j'ai tort, mais... je n'en suis pas, hein, donc... Dites-le nous dans les commentaires. Alors, il y a évidemment l'exemple de Kaamelott, mais que je vous propose d'explorer un peu plus tard, parce que c'est une conclusion, mais c'est plus compliqué que juste Six Seasons and a Movie. C'est Six Seasons and a Trilogy, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais peut-être qu'on peut un petit peu finir cette partie-là sur les séries qui continuent ou adaptent un film. Voilà, enfin, dans le côté univers étendu, peut-être. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Alors, on sort pas du sujet, mais c'est vrai qu'on le prend un peu à l'envers, et parce que je trouve qu'il y a eu aussi une vraie tendance ces dernières années dans la série aussi fantastique et de science-fiction, d'anticipation, de reprendre des films qui ont fonctionné. Il y a eu une espèce de comme ça de truc un peu nostalgique, ou en tout cas soit pragmatique, soit un petit peu cynique, je sais pas, de prendre des univers qui avaient pas trop mal fonctionné au cinéma et de les réadapter en série avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein. Je pense à dans ce qu'on avait pu voir, il y avait eu notamment ces dernières années le retour de Devil Dead avec Ash versus Devil Dead, mais il y avait aussi des trucs plus anecdotiques du genre une série issue du film Limitless avec Bradley Cooper, qui a donné du coup une série sur le même thème. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Et qui était vraiment la suite, du film. Clone Wars, dont on a déjà parlé, qui font partie de l'univers de Star Wars, qui a, on va dire, au-delà des nouvelles séries là, qui sont annoncées, comme The Mandalorian, qui sont vraiment la suite, pour le coup, du film L'Attaque des Clones, puisqu'il s'intègre entre deux films. Donc il y a eu comme ça à un moment donné l'idée de se dire aussi dans l'autre sens, tiens, ce film a bien marché, faisons-en une série derrière. Là encore, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup récemment de séries incroyables qui sont sorties de ce moule-là. Je pense que Briac, tu t'aborderas la question de Buffy, même si du coup on est un petit peu au-delà de ça, mais... Buffy, on est encore une fois, c'est une autre adaptation. Enfin, on reprend le concept et on va en faire autre chose. Après, il y a effectivement. On est plutôt issu de la frustration de Whedon initiale. C'est ça. Après, on a des bonnes séries comme What We Do in the Shadows, qui effectivement viennent du film. Il y a un autre spin-off aussi qui s'appelle Wellington Paranormal, et ça crée effectivement cet univers basé sur le film. Et la série est très bien, hein, elle vient de finir sa saison. Il explore quoi, l'autre spin-off? L'autre spin-off, c'est sur les... Alors, si tu as vu le film, c'est les flics qu'on voit à un moment qui vont chez les vampires et qui voient absolument pas ce qui se passe de mauvais et qui doivent là enquêter sur des trucs paranormaux. Et donc, voilà, la série, enfin, en tout cas, la série centrale est très très bien, elle vient de finir sa saison 3 là, actuellement. Il y a ça, il y avait aussi, quand on sort dans le genre, il y avait Bates Motel, qui était basé sur Psychose et sur le livre qui a inspiré Psychose, et qui était vraiment une série pas mal d'ailleurs, hein, qui faisait des choses assez intéressantes. Qui avait l'air assez cool. On me la recommande régulièrement. Pour l'instant, j'avoue ne pas vouloir y aller parce que j'ai l'impression que c'est assez glauque, mais... Oui, je pense. N'y va pas pour te marrer, je pense. C'est pas... c'est ça. Ça va, ça se regarde, c'est un côté un peu too much sur certains points, et non, c'est intéressant, ça se regarde bien. Ça m'a toujours fait penser alors peut-être à tort, hein, à American Horror Story, dans ce côté horreur et puis un petit peu très américain. Alors c'est beaucoup moins horreur que American Horror Story. C'est même très très, c'est une série assez émouvante en fait, qui est beaucoup sur ses personnages et. C'est la relation Norman Bates avec sa mère, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une nouvelle version. C'est pas censé s'insérer dans le film, quoi. C'est une autre version de l'histoire de Psychose. Et sinon, il y a aussi, il y a eu dans ce mode-là, il y a eu Fargo aussi, très intéressante, qui s'appelle Fargo, mais n'est pas qu'une réadaptation de Fargo, mais de toute l'œuvre des frères Cohen. Et chaque saison est un mélange de 1500 références qui sont reprises, modifiées, refaites pour créer une nouvelle histoire. Donc là, c'est encore plus compliqué, c'est l'adaptation d'une filmographie, quoi, carrément. D'autant plus intéressant, du coup, parce que t'as vraiment l'impression de voir une adaptation du film Fargo Enfin, tu pourrais croire que c'est eux qui l'ont vraiment... C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, ça peut marcher très bien comme ça.
Et alors en plus, si t'es fan des frères Cohen et que tu vois toutes les parfois des références, mais des trucs hyper pointus qu'ils font, ou juste des échos avec d'autres films, c'est hyper intéressant le travail d'écriture et de mise en scène sur cette série-là. Mais enfin, moi je pense que le plus important actuellement qu'on a eu, c'est cette année, c'est vraiment l'arrivée de Marvel aussi dans les séries, avec vraiment leur propre série qui supervise de bout en bout. C'est le gros événement au niveau de comment dire, de l'impact sur la pop culture, c'est des séries comme WandaVision, par exemple récemment, avec l'arrivée donc de cet univers cinématographique à la télévision, mais là où c'est Marvel qui contrôle vraiment, pas comme avec Netflix ou c'était avec ABC, je crois, Agents of Shield, je sais plus exactement. Et bon, il y a deux choses, c'est que c'est plus ou moins intéressant. Alors moi, j'ai trouvé que WandaVision, ce qui était intéressant, c'était d'avoir un effort sur le travail de l'épisode et aussi une construction sur l'histoire de la télévision. Donc ça, on en avait parlé dans un épisode aussi. D'autres sont moins forcément réussis. Hein. Moi, je pense à comment il s'appelle, Falcon et Winter Soldier, qui est un peu comme un film Marvel en morceaux, quoi. En moins bien. Un film en moins Ouais. bien. Moi, je l'ai même pas vu en entier, c'est vous dire. C'est vous dire si je sais même pas de quoi ça parle. C'est-à-dire que tu n'as même pas vu du coup le costume de Falcon. Ah là là. Bah non, bah je l'ai vu parce que Twitter m'en a parlé, mais T'as spoilé, ouais. j'ai pas, non, Ouais. j'ai pas pu. Mais c'est effectivement Briac un très très bon exemple parce que bah là c'est encore autre chose, c'est encore un autre cas de figure. Et je vais même te dire, c'est 3 saisons, enfin oui c'est 3 saisons, mais c'est trois univers, voilà, j'allais dire, et c'est déjà pas cohérent, mais c'est aussi 3 manières d'étoffer un même univers, quoi. C'est-à-dire que vraiment Loki, c'est vraiment l'histoire de Loki qui lui arrive. Moi, c'est celle que j'ai préférée des 3. Parce que c'est ce que j'aime dans le MCU et ça me montre certaines choses que je n'y vois pas justement. Vendavision, moi c'est beaucoup plus l'aspect formel qui m'intéressait, ce que ça raconte, et je pense que Romain Briac c'est un peu le cas aussi, c'est sympa mais c'est pas non plus foufou quoi. Et Winter Soldier où là justement c'est même esthétiquement c'est le MCU quoi, c'est vraiment il y a aucune originalité. Et c'est là où on retrouve ce côté cheapos, pardon, que peut avoir même Agents of Shield. Mais les 3 étoffent un univers. Et je parlais de hiérarchie tout à l'heure. Bah là, pour le coup, je sais pas exactement où ça va reprendre, mais je pense que Loki est la plus importante des 3 à ce niveau-là. Et je n'ai aucune idée de comment les gens vont faire. Enfin, c'est quand même un risque pour Marvel, parce que si vous avez pas vu Loki, bah vous comprenez pas qui est le méchant, en fait. Enfin, de ce que j'ai... Vous l'avez vu tous les 3, Loki, en entier ? Oui. La fin de Loki, c'est c'est le prochain méchant, si je dis pas de bêtises. Et bah du coup, il va arriver comme une fleur dans tel ou tel film. Et si vous avez pas vu Loki, vous savez pas qui c'est. Donc c'est quand même un risque, même si Disney Plus fonctionne très très bien. C'est quand même un énorme risque, quoi, parce que le MCU a toujours fonctionné comme une série et du coup, bah si vous avez pas vu tel épisode. Bah, justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que on revient à un problème de catégorie en fait qu'on a depuis le début, c'est-à-dire comment on appelle ces choses. Est-ce que c'est vraiment des films parfois? Et là, pareil, est-ce que c'est vraiment des séries? Alors, on avait l'interrogation avec Netflix, par exemple, qui a fait récemment un film Kingdom, donc la série zombie dont on a déjà parlé dans le podcast, où tu te dis c'est un film, mais c'est pas un film, c'est comme juste c'est un gros épisode qu'on a entre 2 saisons. Et le fait d'appeler ça film, c'est presque, ouais, c'est juste un jeu sur les mots parce que c'est diffusé sur la même plateforme, c'est mis en scène de la même manière et c'est juste destiné à apporter quelques informations sur un personnage en plus, mais ça pourrait vraiment juste être un épisode, d'autant plus que la durée ne signifie rien pour Netflix qui n'a aucun impératif de format. Ouais. Netflix, ils n'ont pas d'annonceurs, ils n'ont pas de chaîne. S'ils veulent que tous les épisodes de leur série durent 9 heures, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec le MCU, c'est encore plus intéressant parce qu'on a, comme tu disais, le MCU, ça a toujours été sériel. Donc même on pourrait dire que qu'est-ce qui distingue le MCU d'une série, c'est bon, la sortie au cinéma, la temporalité, mais au final on se retrouve avec une grande œuvre, une grande fresque qui passe maintenant le pas donc vers les séries télé, mais ça devient de plus en plus hybride, donc ça nous invite un peu à reconsidérer la manière dont on catégorise tout ça. Et pour faire le passage vers Kaamelott, dont on a envie de parler, ce qui est intéressant, c'est que Alexandre Astier dit direct que lui, il veut faire 3 films pour conclure sa série. Et d'une certaine manière, en annonçant ça, tu te dis, bah, ça aurait pu être juste peut-être une saison de 3 épisodes d'1h30 ou de 3 épisodes de 2 heures. Au fond, la seule chose qui change, c'est qu'on va les avoir sur une dizaine d'années et ils vont sortir de temps en temps au cinéma. Mais quand tu auras tous les objets devant toi, tous les DVD, ce sera comme une grande série de plusieurs épisodes.
Et donc voilà, j'aime bien cette manière de brouiller un peu la manière dont nous on appréhende les séries, les films et les mots qu'on utilise pour les désigner. Ça amène des catégories hybrides, quoi, une façon de le repenser. En plus de ce que tu viens d'évoquer, Briac, je trouve que tous les exemples qu'on a cités sur ces séries qui viennent et effectivement de films, j'avais même pas pensé à l'évidence du MCU, montrent aussi qu'il y a eu un basculement par rapport à ce qu'on disait précédemment de l'espèce de concrétisation artistique de faire un film quand on vient de la série. Là, on se rend compte que la série est devenue tellement a réussi tellement à devenir légitime que il n'y a plus aucun problème pour des créateurs, des acteurs, etc., de venir dans des séries pour perpétuer un personnage, pour créer quelque chose d'autre, pour accompagner une œuvre, et ça devient quelque chose qui est tout à fait prestigieux là aussi de venir participer à la création d'une série. Et d'ailleurs, les projets très attendus de ces prochaines années, qui sont déjà un petit peu sortis, comme Dune ou comme le prochain Batman, ont d'ores et déjà fait une annonce comme étant accompagnés ou seront accompagnés par une série. Je crois que les deux d'ailleurs sont plus ou moins affiliés à HBO. Puisque c'est Warner derrière. Putain, je savais pas. Dune, elle va avoir une série à côté? Ouais. Il y a un projet, c'est pas. Ça me dit rien à moi, les gars, quand même. Je suis pas au Bah, courant. écoute, si tu regardais le Twitter de Spoilers, tu apprendrais des choses. Voilà. Je le regarde, Guillaume, je le regarde. Mais j'ai pas vu passer Batman, j'avais entendu parler d'un truc comme ça. Ouais, une série sur les femmes magiciennes dont je ne dirai pas le nom puisque je suis pas un grand spécialiste de Dune, donc je risquerais d'écorcher les Bene Gesserit. Voilà, merci Briac. Oh, le geekos. En fait, du coup, on se rend compte que voilà, ça devient prestigieux, d'autant plus avec des chaînes comme HBO, de proposer une série compagnon, on va dire, pour voilà, augmenter cet univers de fiction. Et par rapport à ce que tu disais sur le format, tout ça, ce qui est intéressant aussi, et je ne sais pas si c'est une réponse ou quoi que ce soit, mais il y a eu quand même aussi énormément de... Enfin, on va dire que cette complexité de catégorisation en se disant au bout du bout on a un format audiovisuel devant nous sur notre télé, tout ça, je pense que justement ce qui est intéressant c'est de voir que ces derniers mois il y a beaucoup de grands réalisateurs, notamment grâce à cause à HBO Max et à Warner, qui se sont justement un petit peu élevés contre le fait de ne pas voir leurs films diffusés au cinéma mais directement sur une plateforme de SVOD et donc sur une télé. Et je pense que là la distinction en tout cas pour ces personnes-là elle est encore là, de se dire que un film, c'est quelque chose qu'on va voir au cinéma, tu vois. Et du coup, il y a aussi ce truc-là de se dire qu'est-ce que les plateformes de SVOD vont apporter en termes de consommation, en termes de se dire, en effet, on a un objet audiovisuel, on le regarde via n'importe quelle plateforme, sur une télévision. Est-ce que c'en est pas moins un film? Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est un long épisode? S'il s'insère dans une mythologie qui est plus grande que lui? Si on binge-watch en une nuit une série Marvel, est-ce que au final, c'est pas comme si on avait regardé un film de 6 heures? Certains diront à partir du moment où tu as des épisodes, c'est une série, mais c'est vrai que la question peut quand même se poser. Et tout ça brouille pas mal les pistes, je trouve, et c'est intéressant, comme tu le disais. Moi, je pense que ma théorie, c'est aussi que, et c'est la stratégie Netflix, la stratégie Netflix, c'est la rétention de spectateurs. C'est que Netflix veut que vous passiez le plus de temps possible sur leur plateforme. C'est pour ça qu'ils développent et de la télé-réalité et des saisons et etc. Et peut-être finalement un peu moins de films. Et j'ai oublié ce que je voulais dire à l'instant. C'était juste avant. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Oh, c'est podcast, on a le droit. C'est justement, encore une fois pour Marvel, je pense que Marvel essaye d'appliquer cette stratégie et peut-être encore mieux que Netflix, puisque là, en fait, peu importe de savoir si est-ce que Eternals c'est un épisode de la série du MCU, on s'en fout. Ce que Marvel veut, c'est que vous alliez au ciné, vous allez voir leur film qui a coûté 200 millions de dollars, vous rentrez chez vous, vous avez tellement adoré The Eternals, probablement pas, et vous voulez voir de la série en plus, vous voulez toujours du contenu, et ben là vous arrivez sur la plateforme SVOD de Disney, etc., etc. Donc je pense que peut-être qu'ils jouent la carte du prestige et compagnie. Au final, eux, ils veulent juste faire du blé avec votre temps de cerveau disponible, et que en fait c'est une stratégie de
de déclinaison d'un même. Eh bien, en fait, c'est presque, je pense presque qu'il faut voir quelque part les séries télé Marvel, du MCU en tout cas, comme des produits dérivés, mais comme le sont les jouets en fait, comme le sont le Monopoly Marvel ou des trucs comme ça. C'est un moyen de rendre, de faire rentrer Marvel dans les maisons des Américains et du reste du monde, et que le prestige, eux, ils s'en foutent. En fait, le prestige, il est là, c'est d'être les boss. Et pour l'instant, Marvel détient ce record. Il y a des considérations industrielles, ça c'est clair, et surtout quand on parle de Marvel et de Disney derrière, etc. Ils font exactement la même chose sur Star Wars en multipliant Exactement. les styles, les univers, etc., etc. Après, je pense que quand même, il y a, j'espère en tout cas, qu'il y aura quand même, qui perdurera la dimension de l'auteur et de ces gens qui voudront faire du format long pour le cinéma et d'autres qui voudront faire du format sériel parce que ça aura du sens de faire les choses comme ça, quoi. Mm. Mais sur les grosses machines de l'entertainment, ça c'est clair que tu as raison. L'idée c'est de combler toutes les cases, le cinéma, le jeu vidéo, Mm. la série télé, tous les moments que tu peux avoir de libre dans ta vie, tu les auras occupés par ta franchise favorite, quoi, ça c'est C'est clair. ça. Mais voilà, quand même intéressant de voir que, euh, j'insiste un peu sur ce point, mais c'est assez symptomatique pour moi, le, la production de séries dans des univers qui sont très réussis, des univers filmiques qui sont très réussis, montre bien qu'il y a la série est beaucoup plus bankable et en tout cas légitime que ce qu'elle pouvait être avant, et ça c'est assez remarquable, je pense. Et pour le coup, le côté prestige, pour le coup, à mon avis, s'applique à la dernière partie de cet épisode. Donc Camelot, Le moi je vois prestige. ça, je vois ça. Ça c'est du prestige. Pour le coup, je vois ça le côté. Je me suis toujours dit que cette trilogie, c'était un petit peu parce qu'il nous en a parlé. Là, effectivement, elle a commencé du coup maintenant, mais déjà il y a 11 ans entre la fin de la série et la sortie du film. Mais il l'a dit dès le début. Il y a des images il y a 20 ans où il dit qu'il exagération tout de suite, où il dit qu'il veut faire, que Camelot finira par une trilogie. Peut-être, moi j'ai toujours vu ce côté. Euh, Bon ok, j'ai fait une super série, mais les gars, moi je suis un réalisateur de Cinoche à la base, ok. Moi je peux faire des films, je peux faire ci, je peux faire ça. Et il a toujours dit aussi qu'il voulait que quand il ferait des films, il ferait pas direct un film Camelot, qu'il voulait tester quelque chose d'un autre univers. C'est pour ça qu'il a fait notamment David et Madame Hansen en premier cas, qui est vraiment un film français classique, on va dire, enfin ou presque. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai toujours vu ce côté, ouais, attends, et moi je suis capable de faire une trilogie avec mon truc, j'aurais dû être un immense réalisateur de cinéma, quoi. Et en fait, je suis déjà juste un immense showrunner français. Moi, j'ai l'impression que cette génération là est donc Bastien un peu plus vieux, mais celle qui a suivi des gens issus des divers sketch shows du net, etc. Et des gens qui ont produit des choses pour Internet, ça reste un de leurs gros objectifs, quoi. À mon avis, tous ces jeunes réalisateurs qui ont des univers intéressants à développer, ou qu'en tout cas qui veulent proposer des choses, ont dans leur scope l'idée du cinéma. Oui, enfin, c'est clair, quand tu vois. Comme un idéal, ouais. Ouais, c'est ça, quand tu vois que on aura le droit à du coup un film Visiteur du futur dans l'année prochaine, voilà, je pense que tu peux voir chaque personne de cette génération qui ont fait une série à un moment donné ou à un autre sur Internet ou à la télévision, pour ceux qui ont réussi à franchir le cap de la télévision, et tu leur dis est-ce que ça vous dirait de faire un film, je pense qu'ils te diraient tous oui, quoi. Mm. Donc à mon avis, il y a vraiment ce truc de l'objectif derrière, des moyens, à mon avis. Il y a beaucoup aussi, peut-être que c'est lié à ça, hein. Mais peut-être que les ados ou les jeunes de maintenant, bah dans 20 ans, ils rêveront d'être des Benioff et Wes avec Game of Thrones, ou tu vois, que le côté showrunner, que le côté plutôt Oui, peut-être, oui. réalisateur de films va être déconstruit, et qu'on va se rendre compte que bah c'est des galères aussi, et que les séries, enfin c'est pas, je pense que il y aura beaucoup moins cette, je sais pas, vraiment je lance ça comme ça, mais il y aura peut-être une hiérarchie tout autre. Là où showrunner, ce sera tout aussi classe qu'être réalisateur de cinéma, quoi. Je sais pas, hein, vraiment. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est étonnant.
faudrait voir les coulisses de ça, mais c'est étonnant de voir que pour les productions françaises, en tout cas, de plateformes comme notamment Netflix, on n'a pas été chercher des gens particulièrement qui venaient de la série déjà, en tout cas de la série fantastique ou de ce terreau-là de jeunes réalisateurs, de jeunes auteurs, mais on a été chercher des gens qui n'étaient pas forcément connus ou qui avaient fait des choses plus confidentielles avant, ce qui est assez étonnant, là où on aurait pu s'attendre à ce qu'effectivement il y ait des synergies qui se passent entre des plateformes qui laissent plus de liberté et des gens qui se sont toujours plaints de dire que la télé était trop bridante dans les thématiques, les budgets, etc., quoi. Mhm. Non, ils ont préféré poursuivre cette idée de faire un film. Et d'ailleurs, je conclurai juste sur cette partie-là, mais c'est marrant de voir que pour ceux qui n'arrivent pas à aller concrètement au cinéma, il y a quand même toujours ce fantasme en produisant des films, notamment pour YouTube. Je pense aux Dissociés avec le collectif Golden Moustache, enfin en tout cas c'était sur iCat. Je pense à tous ces épisodes un peu spéciaux qui viennent conclure parfois des chaînes YouTube ou qui viennent marquer des anniversaires du type Benzaï ou Genre du Grenier. Enfin voilà, les mecs, tu sens qu'il y a ce format long, c'est quand même un fantasme, quoi. Jean du Grenier est un bon exemple, je pense, finalement. Oui, après, je sais pas s'il réussirait à sortir du cadre de sa chaîne pour proposer un vrai film, on va dire, mais Non, mais il avait parlé des budgets, parce que c'est un diptyque, hein, si je dis pas de bêtises, ces ouais. épisodes-là des 11 ans. Le budget est monumental, hein. Enfin, c'est vraiment... on est très loin des petites vidéos YouTube, etc., Ah hein. oui, à l'échelle de sa chaîne, oui. Ah ouais. Non, mais même à l'échelle, parce qu'ils ont voulu payer les gens, etc., c'est pas fait... c'est avec les moyens du bord, dans une certaine mesure, évidemment. Mais ça s'est voulu très, très ambitieux. Et bah peut-être que c'est déjà un hybride de ce qui... Enfin, qui sait, quoi. Qui sait vers où ça va nous mener. Mais je vous propose qu'on revienne sur Kaamelott, du coup, plus précisément. Oui, oui, En oui. tant que Briac, par exemple, en tant que et objet filmique et conclusion d'une série que tu apprécies, hein, si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais qu'est-ce que t'en dis, toi, de ça, de cette stratégie-là? Est-ce que c'est payant ou non? Est-ce que c'est payant, mais qu'est-ce que ça questionne en tant qu'objet sériel et Alors, je crois que ça coûte le prix d'un ticket de cinéma, mais je suis pas sûr. Il est con. Il est con. profite, on l'a gratuit. Bah, Camelot, c'est en fait, je trouve ça assez difficile d'en parler. Alors en plus, moi, j'ai pas eu le temps de revoir le film depuis le visionnage au cinéma là pour cette émission. J'aurais bien aimé le voir un petit peu quelques mois plus tard ce que j'en pensais. Sachant que donc Camelot, c'est une série que j'aime beaucoup, enfin, que j'ai un attachement très fort pour ce que ça représente pour les séries de genre comme on les aime, enfin, qu'on retrouve très peu en France et qu'on a eu grâce à Camelot, pour son humour et puis pour tout ce qu'il a essayé de faire, enfin tout ce qu'Alexandre Astier a essayé de faire avec le livre 5 et le livre 6, avec le passage du sketch, enfin de la shortcom comme on dit sur M6, à un registre plus sérieux et plus dramatique. Donc pour tout ça c'est fascinant, mais c'est aussi, euh, avec l'amour que j'ai aussi toujours, comment dire, été conscient de ses limites. Donc Alexandre Astier, j'ai jamais été impressionné par la mise en scène dans la série, alors qu'il pouvait s'expliquer par le budget. J'aimais beaucoup justement ce que j'ai ce passage un style plus sérieux, etc. Tout en pouvant reconnaître que le livre 5 et le livre 6 sont pas non plus des saisons super bien construites en termes de narration. Il y a plein de choses qui marchent, mais c'est pas des modèles au niveau de la composition, au niveau du rythme, etc. Donc finalement, en allant voir un film d'Alexandre Astier dans cet univers-là, je partais en déjà n'attendant rien du tout à ce niveau-là. Je ne me disais pas que j'allais avoir quelque chose d'impressionnant en mise en scène ou que ça allait forcément être au niveau narratif hyper bien construit. Donc moi j'ai été satisfait par le film et j'ai été content de revoir tous ces personnages et par la plupart des rebondissements. Maintenant ça n'empêche pas de penser qu'il y a quand même quelques limites, quelques déceptions. Moi surtout en fait quand j'y repense, j'ai trouvé qu'il n'avait pas complètement réussi à retrouver l'humour de la série. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs à ce niveau-là. Bah, il y a ce côté adaptation d'un humour en fait, et du coup tu te rends compte que la forme de Kaamelott était vraiment la chose la plus importante peut-être finalement. C'est ça le vrai liant de tout ça. C'est bon, c'est Astier évidemment, mais c'est comment on montre l'humour en fait, et comment on le déclame et dans quel cadre, au sens premier du terme du coup. Et c'est pas qu'il fonctionne pas dans ce, enfin. Je sais pas. En vérité, je sais pas parce que tu vois, il y a tout le truc avec les semi-croustillants sous terre. Moi, je trouve que ça ne marche pas en termes. Enfin, moi, ça m'a pas fait rire. Le côté, tu sais, cette blague. Pourquoi est-ce qu'on construit sous terre? Vous vous souvenez de cette blague? Pourquoi est-ce qu'on. Guillaume, tu vois le. Je me souviens plus en détail, mais je Enfin, il y vois, a ouais. tout un truc. En gros, on construit sous terre, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent construire sous terre?
on va pas spoiler la chute, mais voilà. Et je trouve que ça ne marche pas, cette blague. Là où avant, ça marchait bien, où Caradoc et Perceval, ils faisaient vraiment des trucs juste parce que c'est rigolo, parce que, bah, il faut le faire. Enfin, tu vois, leurs critères de sélection et et de classification étaient complètement teubés, quoi. Et là, ça ne marche pas. Cette blague, enfin, à mon sens, cette blague-là ne marche pas. Elle est trop longue, elle est trop étirée. Ça aurait été un dialogue à l'image de On en a gros, truc comme ça. Ça aurait fonctionné. Et là, non, quoi. Juste, la blague ne tombe pas, quoi. Tu parles de ça, moi je pense aussi à, par exemple, bon, on est dans le spoil, hein, du coup, grosso modo, si je ne m'abuse. Je viens de dire, on spoil pas, mais vas-y, tant pis. Bah, rapidement, mais disons qu'il y a un jeu de Perceval, un moment important de l'histoire. Enfin, il y a un jeu qui est résolu. C'est ça le meilleur exemple, et t'as raison, c'est ça. c'est une séquence qui est très longue et qui marche pas trop. Non, mais Briac, on va dire les termes, on va parler français, ça ne marche pas du tout. Là où un cul de chouette, c'est 3 scènes et c'est rendu drôle par la rythmique et par le rythme, quoi. Là, ça marche pas. Et c'est ça, alors que c'est en plus, c'est très bien. Enfin, comment dire, l'idée est super que ça intervienne à ce moment-là. C'est hyper prometteur, tout est fait pour que ça marche. Et c'est long, ça se répète, c'est pas drôle. Enfin voilà, tu attends que ça se finisse et qu'on passe à autre chose. Et effectivement, comme tu dis, ça interroge sur l'évolution du format, de la mise en scène et de l'humour. Et je me suis dit que ouais, peut-être que le format shortcom avec 2 caméras où les acteurs sont dedans, on y va tout de suite, on improvise, on refait des choses, se prêtait plus à l'humour de la série que là où c'est plus difficile de le reprendre. Aussi le fait que avec les tournages des livres, j'imagine que bon, tous les comédiens passaient très longtemps dans la peau de leur personnage, donc ton jeu il vient juste au fur et à mesure parce que tu restes dedans. Là tu retrouves. Le casting reste bon. Hein. T'es bon, mais c'est peut-être aussi l'humour vient aussi de la manière dont de ta performance, de comment tu peux le dire distribues. certaines. Voilà. Et Oui, mais je les trouve pas, en dessous. Tu vois. moi, je les sentais moins à l'aise avec leur personnage que dans la série. Je pense qu'il y a un côté, bah, tu les retrouves après longtemps et tu es pas dedans aussi longtemps parce que j'imagine que les temps de tournage, enfin, Franck Pitiot, il tourne pas autant de jours sur le film que de jours qu'il tournait sur une saison de Kaamelott. Moi, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il restait beaucoup plus longtemps dans le personnage. Donc, grosso modo, pour revenir à ce que j'essayais de dire, c'est que ouais, je suis satisfait du film sur certains aspects plus généraux de l'histoire de Kaamelott, en particulier sur la relation entre Guenièvre et Arthur, qui je pense est la vraie réussite du film. On a la meilleure scène du film de toute manière. Certaines choses au niveau de Lancelot, de l'histoire plus globale, de là où ça va aller, mais moins, il n'a pas réussi tout ce qu'a pu être Kaamelott, et donc justement cet aspect shortcom, cet humour, quoi. J'ai pas retrouvé tout ce que pouvait être Kaamelott dans le film, grosso modo. Et en conclusion, surtout, je pense que c'est une réflexion qui revient souvent de toute manière quand on parle de ces films qui viennent prendre une suite de séries. Je me suis dit, en sortant, bah merde, j'aurais préféré que ce soit une série de 10 épisodes, en fait. Oui, clairement. Qu'est-ce que ça m'a apporté le fait que ce soit un film? Et je me suis dit, bah en fait, je crois qu'il y aurait eu tellement plus de choses à faire si ça avait été plus long. Il aurait continué, mais c'est pour ça que je parlais aussi du Prestige. Après, c'est non pas une série qui se termine en un film, c'est une série qui se termine en une trilogie. Donc, peut-être... Moi, je sais que presque, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est con, hein, dans ce film, c'est l'une des deux, je crois, hein, une des deux scènes post-génériques, avec, on voit un plan sur une tour. Ouais. Voilà. Pareil, moi, j'ai pas envie de spoiler. Briac qui spoil, moi, je spoil pas. Et ben, franchement... Non, ça va, il a été soft. Ouais. Sois sympa. Pour une fois, normalement, il est délétère. Non, mais je veux dire, vraiment, moi, je me souviens, du coup, vous voyez de quoi je parle. Vraiment, j'ai fait, oh, ah, ça oui. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment. Il y a un côté fantomatique, machin, genre, ok, là, c'est ça que j'étais venu voir, en fait. C'est genre, non, c'est pas un spoil, ça marche pas, ça ne compte pas comme un spoil. Mais vraiment, non, je sais pas vous, mais moi, je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait, qu'il aurait dû amener. C'est pas, oui, c'est très sympa, les décors, les machins, les trucs, les préquels, enfin, les flashbacks et tout. Mais moi, je voulais voir un truc que la série ne pouvait pas me montrer, quoi. Et là, enfin, je paraphrase un peu ce que disait Briac, hein, mais voilà. Donc, et malheureusement, l'autre scène post-générique, bah, du coup, est juste une ressucée de la série, quoi, fatalement. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais ouais. Allez. Non, mais c'est intéressant parce que par rapport à toute cette classification qu'on a évoquée depuis le début de ce podcast, on est dans un film qui fait suite à la série, c'est clair et net. Hein, on reprend le personnage 10 ans après l'avoir laissé. À la fin de la série, nous laisser en plus sur le fait qu'on allait retrouver Arthur, etc. Donc là-dessus, ça fait partie du même univers et tout.
Et pourtant, et d'ailleurs, Descraques l'a dit aussi pour son film Visiteur du futur, ça doit être une nouvelle porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas suivi Kaamelott, un minimum. On se doute que c'est surtout la fanbase qui va aller voir le film, et que donc, voilà, le succès va sûrement venir par là, mais il y a quand même tout un tas de gens qui vont découvrir le film sans avoir vu la série, voilà, j'imagine, en accompagnant des gens et tout ça. Et je trouve que moi, c'est ça qui m'a dérangé en premier lieu sur le film, c'est cette espèce d'entre-deux où on a à la fois une suite et en même temps une sorte de remake de la série. Moi, j'ai trouvé que clairement, voilà, on avait en effet, on reposait ce qu'était Kaamelott, ses personnages, son humour, ses antagonismes, les fêlures de ses personnages, les traits de caractère à grand machin. Il y a des évolutions au sein du récit, mais je trouve que à la fin, on est finalement dans un statu quo qui est très proche. Enfin, qui est très proche, qui résout quelque part celui de la série, mais qui est aussi tout à fait proche de la fin de la série, puisque finalement, je vais essayer de pas spoiler, mais en gros, pour moi, il y a un truc qui symboliquement, où symboliquement, Astier nous dit que en fait, il a tout détruit pour rebâtir sur de nouvelles bases, quoi. Et j'attends presque plus du coup la suite. Où je me dis ok, il va s'être affranchi de cette espèce de truc qui est un peu l'écueil de cet exercice, je pense, de faire revenir après tant d'années une franchise au cinéma, de devoir replanter le contexte, quoi. Et là-dessus, moi j'ai pas été déçu parce que ça faisait longtemps que j'avais vu la série, j'étais un peu moins, on va dire, à attendre le truc de ouf et tout, donc je l'ai pris comme ça venait et j'ai plutôt bien aimé, mais je me suis dit quand même à la fin, qu'est-ce qu'il a voulu dire quoi en fait par le trajet de son personnage, ça veut dire quoi et pourquoi cette scène à la fin, etc. Et le deuxième point, là pour le coup qui m'a déçu et que je partage avec toi, CHP, c'est ouais, le manque de fantaisie en fait, hein, fantaisie avec un Y et un grand F, quoi. Kaamelott, on nous le promet presque depuis un moment comme étant un univers de fantasy à la Seigneur des Anneaux. Alors certes c'est la BD qui a beaucoup développé ça ces dernières années, mais c'est tout à fait canon et c'est tout à fait dans l'univers du coup. Enfin, c'est Astier qui l'écrit, voilà. Hein, et dans lequel il y a des créatures mythologiques, il y a des races de fantasy, etc., etc. Et moi je m'attendais à voir ça au cinéma. Et alors, désolé si c'est peut-être un spoil, mais on l'a pas, ou alors très 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 peu, quoi. Et c'est là où moi je m'attendais que du coup le film soit justement cette espèce de step-up de bon, la série, j'étais un peu en huis clos, il y avait pas beaucoup de moyens, on était dans des décors, on était dans des pièces et tout ça, et j'attendais du film qu'il fasse un peu voler ça en éclats et qu'on soit sur quelque chose qui soit du coup à une échelle beaucoup plus épique. C'est vrai. Il n'a pas réussi à la retrouver, alors sûrement aussi, encore une fois, quand même par une question de moyens, parce qu'il a quand même réussi à avoir des décors naturels beaucoup plus majestueux, avec des localisations géographiques qui sont à droite à gauche dans le monde et tout ça, donc je pense qu'il s'est quand même fait plaisir là-dessus. Mais ce petit truc un peu plus médiéval fantastique, je l'ai pas, et à part peut-être dans les costumes à la limite, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, donc voilà, mais vraiment ouais, peut-être que c'est une analyse qui est pas très pertinente, mais je me suis vraiment dit à la fin, ah oui, en fait du coup il a été obligé de faire ce film pour faire vraiment du neuf, notamment vis-à-vis de la mythologie arthurienne dans les films qui suivent, quoi, parce que il pouvait pas redémarrer direct après la série, les gens ils auraient pas compris, quoi, ça aurait été trop rapide, ça aurait été trop cut et tout, voilà, quoi. Oui, alors que, comme tu l'as dit, c'est un statu quo, quoi. La fin du film, c'est quasiment, globalement, c'est la fin de la saison 6, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas radical, quoi. Mais alors, un truc que je voulais dire, et je conclurai là-dessus, je sentais que Briac voulait reprendre la parole, mais contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai trouvé le costume de Lancelot génial. Voilà, je valide ce costume, je le trouve. C'est Briac qui l'a pas aimé, ce costume, qu'on se dise les choses maintenant. Mais non, j'aime bien, moi. Tout le monde a aimé ce costume, Briac. Pose-toi les bonnes questions maintenant. Cette espèce de dosage entre un ridicule hyper drôle et en même temps cette espèce de truc qui fait quand même froid dans le dos, je l'ai trouvé vraiment brillant, et voilà. Briac, t'avais quelque chose ? Non, enfin, juste pour dire, je pense que tu as tout à fait raison, Guillaume, sur l'aspect fantasy aussi. Ça, c'est effectivement une des déceptions, parce que quand tu regardes la série, en particulier les premiers livres où tu as tous
tous ces gags avec des gobelins hors champ, des dragons, des hydres. Là, le rêve, c'était de les voir. Alors, on comprend bien sûr, Bah ouais, nous on voulait voir le hors-champ, quoi. On voulait voir qu'est-ce que c'est, les Skaven et compagnie. c'est ça, on comprend les limites en termes de budget. Mais bon, il y a quand même moyen de se débrouiller avec des costumes, des petites choses, au moins de les voir un peu plus. Et surtout, imaginez tout l'humour qu'on pourrait avoir avec des créatures aussi, là, avec ce genre de rencontre. Il y a tout un univers qui attend. Effectivement, je pense, comme tu disais, Guillaume, il a fallu dénouer un peu le nœud qu'il avait constitué en fin de livres 5 et 6 et trouver une solution pour relancer la machine et partir vers autre chose pour le film 2 et 3, quoi. Donc on va voir dans quelle mesure il s'aventure vraiment là-dedans, ce qui serait quand même intéressant. Le premier a bien marché, donc peut-être que pour le deuxième, les producteurs vont faire un chèque un peu plus conséquent et qu'on aura du Skaven, ou on aura du monstre ours, quoi, mi-ours, mi-lion, mi-rousse derrière. Voilà, ça c'est un truc sur lequel ils pourraient s'amuser, tu vois, un truc comme ça, un monstre un peu bizarre, comme ça. Peut-être que ce sera pour l'épisode, enfin pour le lapsus, mais révélateur, pour le deuxième opus de cette trilogie, quoi. C'est ce qu'on verra. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, messieurs? Sur le sujet Kaamelott, non. Kaamelott, on a listé beaucoup de séries. C'était un beau un beau départ de saison 3, parce que là on a parlé et de séries dont on a déjà parlé dans les saisons précédentes et de nouvelles. Donc c'était très cool ce petit retour. Et on a fini par Kaamelott, dont on a enfin fini par parler ici. Est-ce que c'est ok pour vous? Allez. Eh ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, parce que voilà, là on est le soir, mais on était dans la discussion, je me suis perdu, mais en tout cas, à nos auditeurs et auditrices, on espère que ce retour de l'émission Spoilers vous aura plu. On a eu un petit concours au mois de septembre, concocté par le bon Guigui, dans le cadre de l'entretien que Briac a donné avec Malcolm Tielman sur son livre L'Enquête Infinie. Concours terminé. Voilà, les gagnants ont été contactés. Ils auront droit à une magnifique dédicace de Pacom que j'ai vue de mes yeux vus, et je peux vous dire que c'est de la belle dédicace. C'est pas juste marqué Pacom tellement et basta. Non, c'est une très très belle dédicace. Amitié. Et on reste dans le vous avez compris que le teasing c'était pas trop mon truc, mais il se pourrait. Et là je prends ma voix malicieuse un petit peu bizarre. Que décembre, là, Guillaume, là, il a tout cassé, là. Là, c'est pas un concours avec 2 bouquins à gagner qu'il est en train de vous organiser. On ne dit rien. Mais là, Twitter is going down, c'est moi qui vous le dis. Voilà, ça va être quelque chose. Donc, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Twitter, hein, globalement, c'est sur Twitter qu'il faut nous suivre. Voilà, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais restez branchés. Et voilà, suivez-nous évidemment sur les plateformes habituelles de podcast. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Tout à fait. Merci CHP. je vous sens anéanti par cet épisode. Moi j'ai l'image, en plus je peux vous dire, ils sont au bout du roulemas là, vraiment. Bisous les gars, à très On enregistre, il est 4h du mat, on est fatigué. Salut. Bye bye. Ciao.